condensation. Ça coûte un certain prix, mais combien coûte votre nouvelle technologie? Et là, vous dites, je vais dire des bêtises, mais 3-4 000 euros d'un côté, et puis 10 000 euros de l'autre. Et là, c'est le surcoût. Vous comprenez que ce n'est pas toujours évalué comme étant une prescription complémentaire. Donc il faut se défendre aussi sur ces points-là. C'est dire, oui, mais peut-être qu'il y a un surcoût aujourd'hui, mais ce surcoût, il est induit pas par une volonté des énergéticiens et des fabricants, il est induit parce qu'il y a d'autres textes réglementaires qui nous imposent d'atteindre des performances que nous ne sommes plus en mesure d'atteindre avec les anciens produits. Donc c'est un surcoût réglementaire et quasiment obligatoire. Voilà. Mais voyez comment est calculé un surcoût, c'est pas juste je rajoute une prescription. Et ça, c'est le Conseil national d'évaluation des normes qui le voit de cette façon. Et les ministères sont de plus en plus en difficulté à réaliser les fiches d'impact qui doivent justement mesurer le coût pour les collectivités territoriales ou pour les usagers. Alors avant de faire ce choix réglementaire, c'est-à-dire de vous proposer ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, un nouvel arrêté façon nouvelle approche accompagné de guides, et on va vous spécifier comment fonctionnent ces guides, eh bien avec le ministère on a réfléchi aux possibilités qui s'offraient à nous. Alors on a réfléchi, la première, on s'est dit bon, on va faire un texte type nouvelle approche, comme une norme européenne. Tu nous précises? Oui, alors ça revient donc à fixer un cadre avec des exigences dites essentielles. Et puis grosso modo c'est tout. Et on s'appuie pour mettre en œuvre tout ça sur des textes satellites en quelque sorte qui viennent expliquer comment justement ces exigences essentielles peuvent être mises en œuvre. C'est le principe de ce qu'on appelle les normes harmonisées, dont le respect vaut présomption de conformité au texte communautaire correspondant. Alors ça marche bien pour les appareils. Pour les installations, ça nous paraissait un peu plus compliqué. Et puis, le dernier point, c'est que finalement, par rapport, je dirais, à l'analogique des appareils, quand on rentre dans le domaine des habitations, etc., on sort du schéma qui prévalait, à savoir qu'on n'est plus dans une logique de mise sur le marché, je dirais, d'un produit. Une installation intérieure, ce n'est pas un produit. Donc, on avait des points de blocage, de friction, qu'on ne savait pas surmonter facilement. Voilà. Juste un point sur ça, en gros ça veut dire quoi? La rédaction d'un arrêté type nouvelle approche, ça veut dire que dans le texte on aurait eu tu ne tueras point, tu n'exposeras point, tu ne fuiras point. Et la réponse, c'est à chacun de la construire. Donc la difficulté, c'est d'arriver à chacun, de mettre le bon niveau. Donc on savait pertinemment qu'en laissant cet objectif à la main de ceux qui réalisent, ça devenait extrêmement compliqué. Il fallait leur donner des repères, il fallait leur donner des éléments pour qu'ils puissent juger du bon niveau de sécurité. Et deuxièmement, automatiquement, si on avait laissé ça, on aurait eu, ce que je vous disais tout à l'heure, des installations qui auraient été réalisées au détriment de la sécurité. Il y en a qui se seraient contentés de dire non, mais moi il n'y a pas de souci, je fais ça, c'est bon. Mais le référentiel technique sur lequel il se serait basé aurait été extrêmement compliqué à définir et donc à contrôler. Ouais, je vous rappelle quand même qu'on a aussi du contrôle sur les installations. Alors le deuxième choix qui s'offrait à nous, c'était un truc assez rapide. C'était de dire en gros, on a qu'à rendre les normes et les DTU obligatoires. On a un très beau DTU, le DTU 61. Il n'y avait qu'à le rendre obligatoire. Alors pourquoi on n'a pas fait ce choix? Alors on n'a pas fait ce choix parce que maintenant ce n'est plus possible, tout simplement. Puisque je dirais, la normalisation est encadrée par des textes communautaires et nationaux qui disent en substance que le recours à des textes d'application obligatoires, c'est la dernière chose à faire. Donc quand on peut s'en passer, on s'en passe. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de l'arrêté de 77, on doit avoir environ 35 normes d'application obligatoires, si j'ai bonne mémoire, je pense au contrôle du BNG, mais ça doit être à peu près ça. Donc on s'aperçoit que ça fait beaucoup, on ne peut pas dire qu'on est dans une disposition qui relève de l'exception. Voilà, donc il fallait trouver un autre dispositif, et c'est ce qu'on a fait. Alors, dans les normes obligatoires, il y a deux types de normes. Il y a les normes qui s'adressent à des produits. Donc là, on comprend pourquoi certains produits doivent faire l'objet d'une norme stricte, parce que derrière, il y a la sécurité en jeu.
effectivement, on ne pouvait pas rendre le DTU obligatoire, tout simplement parce que l'objectif du DTU, c'est pas de prescrire la sécurité sur une installation. C'est de transmettre le savoir d'année en année à ceux qui vont réaliser cette installation. On doit trouver dans le DTU 61 installation de gaz que comment on fabrique une installation pour que cette installation n'offre pas de pathologie particulière. Je prends toujours l'exemple sur la couverture. Quand on sait que pour une couverture en ardoise, il faut que les ardoises soient recouvertes de 20 cm, on le sait parce que quand on les avait recouvertes de 10 cm, ça fuyait. Voilà, c'est ça. C'est pas de la sécurité, c'est de la transmission de savoir. Et l'objectif premier de ces normes de mise en œuvre, ce sont vraiment d'éviter la pathologie, la malfaçon. Donc on ne pouvait pas s'appuyer sur un document en plus d'application volontaire. Alors on a cherché une solution et on s'est dit, il y a des avantages à utiliser des documents qui sont d'application volontaire réalisés par les professionnels parce qu'il y a une vraie connaissance du métier. Et puis il y a un avantage à fixer quand même des niveaux d'exigence par les pouvoirs publics. Et ce que l'on ne souhaitait pas, c'est que les modes de preuve soient juste des modes de preuve volontaires et pris en fonction du tempérament de celui qui va réaliser l'installation. Et donc ce qu'on a proposé, c'est la rédaction d'un arrêté type nouvelle approche, donc avec des objectifs, et complété par des guides reconnus. Voilà, si tu veux nous en dire un... Oui, alors concernant ce dernier point, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une solution qui regroupe les avantages de tout ce qui a été dit avant, sans en conserver les inconvénients, ou du moins le moins possible, et puis qui s'appuie quand même sur une approche quand même très administrative, qui lui donne justement cette sécurité juridique que tout le monde réclame. Savoir que tout ce qui est mis en œuvre dans cette solution est écrit. Et ça, c'est un point très important à mentionner. Voilà. Donc si on résume, le premier point, c'était tu ne tueras point. Point. Le deuxième, c'est je vous donne des conseils pour réaliser votre installation. On voit tout de suite que le niveau de sécurité, il n'est pas visé. Et le troisième, c'est on fixe un objectif. Donc en gros, par exemple, pour ceux qui connaissent bien l'arrêté du 2 août 77, le 13.1 ou le 13.2, ces fameux articles, on vous disait quoi? Il faut un organe de barrage. Mais à aucun moment on vous disait à quoi il sert, ni pourquoi. Et nous, on a pris le problème autrement. On s'est dit, s'il faut un organe de barrage, il faut déjà expliquer pourquoi. Et donc, dans le nouveau texte, vous retrouverez par exemple des phrases du style toute partie d'installation doit pouvoir être mise à l'arrêt. Mais il n'y a pas, on ne sait pas comment. Le comment, ça sera au fur et à mesure de ce qu'on découvrira comme solution possible pour faire le comment. Et le comment, il n'est pas dans l'arrêté, le comment, il sera dans les guides. Voilà, c'est un exemple. Si demain, on invente un organe de barrage électronique et commandé depuis un centre au milieu de la France, eh bien, et si on considère que son niveau de sécurité est bon, etc., eh bien, il fera partie des solutions techniques possibles pour mettre à l'arrêt une installation. Voilà, et pas simplement le fameux organe quart de tour manuel qu'on connaît. Voilà, et des exemples comme ça, on peut en trouver dans toutes les situations sur une installation de gaz et sur tous les appareils. Donc, vous voyez, on a essayé de jongler avec la souplesse d'un côté pour favoriser l'innovation, ne rien s'interdire, et faire en sorte que le futur arrêté ne soit pas figé dans le temps pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il reste avec sa porte ouverte. Et puis un élément essentiel, c'est que du coup, plus rien n'est interdit de fait. Par contre, tout n'est pas forcément autorisé. Et je vous laisse réfléchir un peu à cette solution entre les deux, mais ça laisse encore une porte ouverte à l'innovation, mais à ne pas faire n'importe quoi. Alors ça, c'était beau, c'était la réflexion d'il y a 6 ans. Et puis après, il a fallu la construire, cette réflexion. Alors, il fallait trouver un interlocuteur. Ouais. Et ça, c'est toi qui as cherché. Oui, moi j'ai pas eu longtemps à chercher parce que bon, il y avait un petit groupe dans un coin qui remuait quand même beaucoup et qui ramait dans le bon sens, à l'autre sens, à savoir le CNPG. Alors pourquoi, je dirais, il a recueilli notre approbation, c'est que il était capable et volontaire de prendre en charge la production des guides réglementaires qui seraient arrivés derrière l'arrêté, et surtout d'en assurer le suivi. Parce que s'il n'y a pas de suivi, ce sont les textes, ils meurent, c'est comme la pile Vondaire. Et puis,
deuxièmement, c'était comment on ne pouvait pas faire cette chose-là sans définir ensemble ce qu'il fallait mettre dans l'arrêté. Parce que l'arrêté, il dit certaines choses et les guides viennent compléter. Donc il fallait comme j'avais l'habitude de dire à l'époque, c'était comme une partition de piano à 4 mains. Ben, s'il n'y a que 2 mains qui jouent, on n'a pas le résultat final. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ben, on s'est appliqué à faire en sorte que les 4 mains jouent de concert, c'est comme de dire. Voilà. Alors, à cette époque-là, on a essayé d'organiser la filière et on a trouvé le meilleur moyen, c'est de créer une association. Dans cette association qu'on a appelée le Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regrouper tous les acteurs de près et de loin qui sont touchés par une installation de gaz. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce visuel, je préfère celui-ci, qui regroupe l'ensemble des fédérations et des membres du CNPG qui nous ont rejoints. Bon, j'espère, à chaque fois, j'en oublie un, j'espère juste que là, on n'en a pas oublié, ou alors les logos ne sont pas toujours à jour, mais c'est compliqué de mettre les logos à jour. Alors on est 27 aujourd'hui, comme l'Europe, hein, parce qu'ils étaient 28, mais on est plus de 27 bientôt en tout cas. Et vous remarquerez que notre objectif, quand même, ça a été d'essayer de faire 3 catégories de membres. Il y a la première partie, c'est ceux qui sont vraiment confrontés, ce que j'appelle les hommes de l'art. C'est ceux qui fabriquent, ceux qui installent, ceux qui maintiennent les installations. Et eux, ils sont vraiment dans le dur. C'est eux qui vont avoir à appliquer, à comprendre le règlement. Donc pour nous, ils sont le cœur de l'association, de son système, parce que c'est eux qui vont nous faire le REX, adhérer ou ne pas être en phase avec les propositions qui vont être faites. La deuxième catégorie, on a regroupé je les appelle les têtes de l'art. Non, c'est pas dans le bon sens, mais c'est parce que c'est ceux qui réfléchissent. Donc on a regroupé l'ingénierie, le CSTB, le caustique, le CETIAT, l'INERIS, etc. On voit que ces laboratoires ou ces bureaux d'études, eux, l'objectif, c'est pas d'installer du gaz. Par contre, c'est de dire si on installe du gaz, alors ça doit être fait correctement, et donc les règles qui sont mises en œuvre, on va les regarder avant de vous donner l'autorisation de les faire. Voilà. Et c'est ce soutien vraiment technique qui a permis d'apporter la crédibilité de nos propositions. Je rajoute à ça les 54 contrôleurs techniques, donc APAF, Socotec, Veritas, qui consultent INF, qui sont représentés au sein de la Coprec Construction, et puis bien sûr nos 3 contrôleurs particuliers DECRA, Coprotec et Caligaz, qui eux ont une mission particulière sur les installations de gaz en ce qui concerne la mise en service des nouvelles installations et le visa des certificats de conformité. On verra ça un petit peu plus loin. Donc vous voyez, et à la fin, il y a un peu ceux qui sont intéressés, dont l'image, et puis ceux qui vivent de la vente de gaz. On retrouve les fournisseurs, les distributeurs, et puis tous les organismes gaziers, l'AFG, Habitat Plus, etc., pour apprécier toutes les dispositions et bien communiquer auprès des professionnels. Donc c'est une association extrêmement représentative d'une filière élargie aux installations de gaz. Ce qui m'amène à ce visuel, le test que nous avons passé, c'est un test en 3 parties, un test de représentativité. C'est jugé, il n'y avait qu'un seul jury, c'était Dominique Métivier, il était à la commande et à la décision. Voilà. Bon, ben, ça c'est relativement simple, hein. Représentativité, 27 membres représentant toute la filière. On peut peut-être faire mieux, mais ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps et finalement on n'en avait pas tant que ça. Ensuite, réactivité et faisabilité, ben, on a testé le dispositif sur 2 commandes. Une commande concernant le cahier des charges relatif à la mise en œuvre des packs des pompes à chaleur gaz, opération réalisée en moins d'1 an, et puis écriture d'un protocole d'essai avant réception des 3 CEP en 3 mois. Alors 3 CEP, c'est les conduits concentriques, collectifs, étanches et sous pression. Voilà c'est ça. Donc, pour lequel une demande avait été formulée par la profession et pour lesquels il fallait donc une réponse aussi claire que possible. C'est ce qui a pu être fait par le CNPG et sur lequel donc, le ministère a donné son accord. Voilà. Et ensuite, la pérennité, c'est des dispositions qui ont montré qu'on avait affaire à un interlocuteur performant d'une part et sérieux d'autre part.
Donc c'est la raison pour laquelle effectivement je dirais, le CNPG a pu bénéficier d'une subvention